Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Benjamin Soulet, créateur de jeux vidéo, nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Hola Chico! Avec Pitbull, rentre dans l'arène et terrasse le taureau avant tes adversaires. Mais attention à la case bien-être animal. Heureusement, avec le Joker Tradition, tu peux continuer la partie et t'amuser avec tes amis. Pitbull, un jeu nature et détonation. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Benjamin, quel a été ton parcours ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique par rapport au milieu. Bon, je faisais beaucoup de jeux vidéo quand j'étais petit, évidemment, mais quand il a fallu faire les études, j'ai fait des études de philosophie et de japonais. Et donc, du coup, ces études n'ont pas fonctionné comme je l'aurais voulu. Et puis surtout, en fait, je passais beaucoup de temps avec mon ami Nicolas Canas. Et on fabriquait des jeux, en fait, ensemble. On essayait de commencer déjà à fabriquer des jeux. Et au bout d'un moment, je crois qu'il a réussi à me faire avoir un stage là où il était. Il était à Callisto, qui était une boîte de création de jeux bordelaise de l'époque. Et donc, du coup, il a réussi à me faire rentrer là-bas en tant que stagiaire. Et j'ai passé un été là-bas. Et ensuite, j'ai pas repris mes études. J'ai continué avec lui à faire des jeux jusqu'à ce qu'on crée notre propre studio. Et comment passe-t-on de benjaminsoulet.fr à Pancake Studio ? Ah, alors là, ça passé beaucoup plus tard. Du coup, ensuite, il y a eu 10 ans de Motion Twin. Et lorsque j'ai quitté Motion Twin, j'avais pu mettre des sous de côté et j'étais décidé à passer une bonne partie de mon temps à me réoxygéner, à ne plus vraiment travailler. Je me considérais à la retraite, en fait, à l'époque. Puisque j'avais suffisamment de sous pour voir venir et vraiment, j'avais l'impression que j'avais plus besoin de travailler pour de l'argent. J'avais aussi une image du jeu vidéo qui avait été un peu ternie vers la fin parce qu'on se posait beaucoup de questions. On se posait plus la question de savoir comment gagner de l'argent avec les jeux vidéo plutôt que de comment faire des bons jeux vidéo. Donc je voulais reprendre du temps pour moi et donc j'ai passé peut-être 5, 6 ans, peut-être 7 ans à créer des jeux mais gratuitement. Pour une plateforme qui s'appelle Pico8 qui permet de créer des jeux sur une sorte de console virtuelle, c'est difficile à expliquer, une sorte de console qui n'a jamais existé. Comme si je faisais des jeux pour la NES, sauf que la NES, la console en question, c'est la Pico8, une console qui n'a pas existé mais qui porte des contraintes. Donc du coup j'ai beaucoup bossé là-dessus sans espoir de gagner d'argent ou sans vraiment essayer d'en gagner. Et ensuite, j'ai eu une petite fille et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je capitalise encore un petit peu d'argent. Du coup, j'ai cherché un projet. J'ai fait un premier projet avec un ami à moi, un ancien de Motion Twin, Radical Dungeon Sweeper, un jeu une sorte de démineur mais dans un donjon. Il s'appelle Mathieu Lessen, il fait des très très beaux dessins, notamment pour des jeux de plateau. Et puis ce projet a gagné suffisamment d'argent, mais pas forcément suffisamment par rapport à ce qu'on avait investi comme temps. Donc ensuite, je me suis intéressé à Rémi Deveau, qui était une personne qui faisait des jeux pour Pico8, qui était beaucoup plus jeune que moi, puisqu'à l'époque il devait avoir 22, 24 ans je pense. Et tu avais ? Et moi je devais en avoir déjà 40, 42. Quelque chose comme ça. Et donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son moteur, parce il était en train de travailler sur un moteur qui permettait de faire des jeux rétro. Donc un moteur orienté sur des palettes limitées, ne pas utiliser une infinité de couleurs, des résolutions limitées. Donc un peu ce qu'on avait sous Pico8, mais ça permettait de faire des jeux, on va dire, plus commerciaux, des jeux qu'on pouvait vendre ensuite. Parce que Pico8, tout ça, c'est gratuit en fait, c'est libre c'est des sources gratuites, donc c'est difficile ensuite à vendre. Et ensuite, donc, quand j'ai su qu'il déménageait sur Bordeaux, je lui ai dit que ça serait bien qu'on se rencontre. On a fait une jam ensemble. Alors, les jams, c'est une game jam. C'est une sorte de session pendant laquelle on doit fabriquer un jeu vidéo en un temps limité. On nous donne un thème et on a un week-end ensuite pour faire le jeu. Donc, on s'est rencontrés pendant cette game jam. On a bien accroché. Et donc, du coup, j'ai voulu m'utiliser son moteur. Lui, il voulait pas au départ. Il voulait le garder pour lui. Ensuite, lui, il voulait faire un jeu avec moi, mais moi, je voulais pas parce que je préférais travailler tout seul parce que j'avais passé beaucoup de temps à travailler en équipe. Donc, finalement, on s'est mis d'accord sur l'idée de Pancake. C'était ça, en fait, au début. C'était une façon de travailler ensemble, à savoir, je pouvais utiliser son moteur, mais par contre, on restait chacun de notre côté pour faire nos jeux. On n'essayait pas forcément de faire des jeux ensemble. On faisait des jeux en utilisant le même moteur et en le faisant progresser ensemble. Et donc, on a eu cette idée de Pancake qui était de faire un jeu par mois, qui correspondait un peu à cette espèce d'urgence, parce que j'ai toujours été un créateur, moi, je travaille plus dans la quantité que dans la qualité. Passer d'un projet à un autre en permanence. Exactement. Abandonner un projet dès qu'il me saoule, dès que je vois que j'avance plus, en faire un autre, jeter beaucoup de bouteilles comme ça à la mer jusqu'à voir celle qui revient. Alors ça veut pas dire que mes jeux ne sont pas de qualité évidemment, mais ça veut dire que si je dois privilégier le nombre, généralement je privilégie le nombre. Donc cette idée de faire un jeu par mois, ça nous plaisait beaucoup, ça nous permettait de
garder une bonne dynamique. Et donc du coup, on a lancé ça avec un Patreon. Alors Patreon, c'est un système qui permet à des gens de donner de l'argent à des créateurs. Alors normalement, sans attente de retour. Mais évidemment, c'est un système qui est énormément détourné. Donc dans notre cas, nous, les gens, s'ils s'inscrivaient à notre Patreon, ils avaient pour 3 € par mois, je crois, le jeu qui le recevait gratuitement. Alors que de base, sur Itch.io, on devait le vendre 6 €. Itch.io, c'est une plateforme concurrente de Steam, plutôt orientée développeurs indépendants. Il y a souvent des prototypes sur Itch.io qui vont ensuite aller... Exactement, quand un jeu réussit bien, généralement, après on essaie de le mettre sur Steam pour essayer de gagner un peu plus d'argent, parce qu'il y a beaucoup plus de visibilité en fait sur Steam. Donc on a créé Punkcake comme ça en fait, donc c'est la façon dont Punkcake est né. Shotgun King, il a commencé sur Itch.io ? Shotgun King en fait, ça a d'abord été une game jam, comme beaucoup de nos jeux d'ailleurs. La plupart de nos jeux commencent en game jam, c'est-à-dire que c'est une compétition qu'on doit faire sur un week-end généralement. Donc moi le lundi, le thème de Shotgun King, je crois que c'était... Mais en tout cas, il y avait une histoire d'adversité, je me souviens. Donc moi, j'aimais bien cette idée d'un roi noir qui est tout seul face à des tonnes de pions blancs. Donc j'ai commencé à travailler ça, je me souviens, le vendredi soir. Le samedi, donc ça commence à minuit, la compétition. Je commence à travailler là-dessus. Le lendemain matin, je me réveille. J'avais de quoi faire un gif. Enfin, une gif, c'est une sorte d'animation très courte, en fait, que je peux mettre sur Twitter. J'envoie mon gif le matin. Et alors, quand j'étais encore en game jam, le jeu n'était pas fini. Tout ce qu'on voyait, c'était un roi qui se déplaçait tour à tour, qui évitait des pièces d'échecs et qui, en contrepartie, tirait avec un fusil à pompe. Et donc, du coup, évidemment, ça faisait un contraste énorme entre la partie stratégique et la partie plus bourrine, évidemment, du fusil à pompe. Et le tweet a buzzé. Mais buzzé comme j'avais jamais fait buzzer un tweet. Donc, du coup, là, à ce moment-là, j'ai su et j'ai compris, avant même que le jeu soit terminé, qu'on était sur quelque chose, grâce à Twitter, en fait, j'ai compris qu'on était sur quelque chose qui avait un très fort potentiel. Donc je me suis appliqué pour le finir. Mon musicien est arrivé le dimanche, il m'a fait une très très bonne musique. Et donc du coup, on a pu sortir le jeu le lundi et il a gagné la jam. Mais les gens ont vu tout de suite, c'est-à-dire que dans les commentaires, des gens ont tout de suite dit « Ah ben lui, c'est sûr, il va gagner le... » Donc c'était le Ludum Dare, la game jam en question. Et donc le jeu a gagné la jam, donc ça nous a donné une certaine notoriété. Et ensuite, il a fallu faire tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire au niveau marketing, commencer à travailler avec des personnes pour commencer à faire parler du jeu, anticiper la sortie, faire la sortie très très vite pour profiter du buzz qu'il y avait eu autour du jeu, parce qu'on attend que le buzz retombe. Donc moi, il fallait que je travaille sur une version finale, parce que le jeu n'avait jamais été développé qu'en 3 jours. Donc il fallait que je travaille sur une version un peu plus aboutie, avec un boss, des options en plus, tout ça. Donc j'ai dû travailler sur 1 mois, et ensuite, dès que le jeu est sorti, les sous, ils sont tombés, et puis ça faisait énormément de sous. Comme nous, on n'avait pas de structure vraiment créée, c'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'on était tous des indépendants. On touchait notre argent en tant qu'indépendant, et comme on ne touchait pas beaucoup de l'argent, c'était Rémi qui touchait tout, parce que moi, j'avais encore suffisamment d'argent. Enrique, le musicien, lui, il est avocat en Espagne, donc il a déjà un métier, en fait, donc il n'avait pas besoin d'argent. Par contre, Rémi, lui, il était jeune, il avait besoin de payer son loyer, donc c'était lui qui touchait tout l'argent jusqu'alors. Le problème, c'est que si tout cet argent arrivait ensuite chez lui en tant qu'indépendant, là, au niveau ça faisait casser tous les plafonds, en fait. Donc, il fallait qu'on crée une société à toute allure. Et c'est comme ça que Punkcake est né, en fait. Il a fallu que... Punkcake existait déjà en tant qu'entité, mais en tant qu'entreprise, il a fallu que je le crée en 1 mois, directement, sachant que je suis pas très fort en administratif. C'était un gros challenge, quoi. Mais bon, c'était intéressant. Shotgun King, c'est quand même 4608 évaluations très positives sur Steam, ouais. Là où il y a des AAA qui cumulent les évaluations hyper négatives. Et il y a une vidéo quand même qui a fait 1,8 million de vues. Oui, c'est Retromation, je crois. C'est la All Ending, enfin là où on voit toutes les fins, du jeu. En fait, oui, le jeu on a été pas mal poussé par Twitch et par YouTube. Il faut savoir que tout ça, cette façon de communiquer, c'est pas des choses qui sont de ma génération. Pour moi, c'était compliqué en fait de m'adapter à ce monde-là, au monde de Twitch. Je suis un peu Twitch, mais pas énormément. Je suis pas énormément de YouTubeurs non plus. Donc du coup, j'ai essayé de faire au mieux. Mais c'est la première fois que j'ai pu avoir une notoriété qui passait par autre chose qu'un article dans Canard PC ou des choses comme ça. Moi, ça m'a toujours fait plaisir d'avoir des articles dans Canard PC parce que ça correspond à la médiatisation de ma génération. Clairement. Mais on sait très bien qu'à notre époque, ça ramène plus grand monde. Mais même l'esprit Canard PC, oui, bien sûr. C'est notre génération. C'était notre génération. Donc bien sûr, quand j'ai ces articles-là, ça me fait énormément plaisir. Mais par contre, ce qui me fait connaître, moi, c'est un tweet qui buzz. C'est un Twitcher connu qui parle de mon jeu, ou dans le cas de YouTube, des YouTubeurs connus, et ça a beaucoup fait décoller Shotgun King, parce que les gens aiment beaucoup jouer à des roguelikes comme ça, des jeux qui ont une forte rejouabilité, où les parties se ressemblent pas les unes les autres. Donc ça, les gens, ça leur apporte beaucoup de contenu sur leurs vidéos, et après ils postent ça, les gens regardent, ils achètent le jeu. Et Shotgun King, pour en parler en particulier, c'est assez complexe quand on maîtrise pas les échecs. Oui. Heureusement, il y a la RNG, et moi j'ai réussi à passer les niveaux grâce à la chance en fait de tirer les bonnes cartes et de
pour me le moment, retrouver avec un personnage ultra puissant. Il faut un peu des deux. Il faut comprendre comment les pièces Exactement. d'échecs se déplacent et en même temps, effectivement, il faut faire plusieurs parties jusqu'à trouver la bonne, quoi. Et mon collègue à qui l'argent parle beaucoup, quand tu dis beaucoup d'argent... Ah, je sais pas, si mes collègues étaient là, je pourrais leur demander, ça me dérangerait pas de sortir les chiffres. À la louche, enfin, c'est... Ça nous a donné de quoi, on avait calculé avec les salaires qu'on voulait se verser, ça nous a donné de quoi vivre pendant, on a calculé entre 2 et 3 ans. Donc 2-3 ans de salaire pour 3, on a là à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, on arrive à la cinquantaine, centaine de milliers d'euros pour vivre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça nous a donné tout cet argent et ça nous a permis de nous payer. Parce que moi, j'avais pas beaucoup d'espoir à court terme de me payer sur ce projet. Le plan de départ, c'était qu'il fallait qu'on fasse monter le Patreon. Le Patreon, je crois qu'il doit être à 1200 euros par mois. Il fallait qu'on le fasse monter à 5000 ou 6000. C'était ça le plan de départ. Mais là, tout d'un coup, une fois qu'on fait ça, une fois qu'on a ce succès, ça casse un peu notre modèle dans le sens que le Patreon, tout d'un coup, il devient ridicule. Cette somme-là, on se rend compte que pour qu'elle fasse autant que ce qu'a fait Shotgun King, il faudrait qu'on travaille pendant 200 ans. Donc tout d'un coup, les rapports financiers deviennent... C'est souvent le cas dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, soit on vit pas de ce qu'on fait, soit on gagne trop. Des gens qui vivent exactement correctement de leur métier au jeu vidéo, j'en connais pas en fait. L'intérêt du Patreon, outre le côté financier, c'est la communauté que tu crées. Parce que cette communauté, elle s'est vraiment investie dans ton projet et donc elle va s'investir dans les projets qui suivront parce que c'est très vrai, elle aime bien. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup Patreon pour ça parce qu'il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté je suis un indé mais je suis pas tout seul. Il y a du monde qui s'intéresse à ce que je fais. Il y a la reconnaissance en fait avec Patreon. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça a eu des effets parce que lorsque Shotgun King est arrivé, alors ayant déjà connu des succès précédemment avec Motion Twin, je me suis dit bon, ça y est, le succès arrive, l'argent arrive, mais avec l'argent arrivent les problèmes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des AAA qui ont des mauvaises évaluations, mais les évaluations, elles viennent avec la popularité, les mauvaises évaluations. Quand les gens aiment, ils détestent aussi. Oui. Et quand ils détestent avec plus de hargne lorsque quelque chose ne leur va pas. Et les phénomènes de groupe font qu'on a affaire à beaucoup plus d'adversité lorsqu'on est face au succès. Donc je m'attendais à ça sur Shotgun King. Quand j'ai vu l'argent arriver, je me suis dit, bon, l'argent arrive, les embêtements de la communauté aussi, notre petit Discord qui était tout tranquille, ça va forcément devenir compliqué. Et finalement, effectivement, la présence des gens de Patreon a énormément adouci les choses et j'ai eu très peu d'adversité sur le Discord. De toute façon, c'était une autre génération. Moi, j'ai connu l'époque des forums, on faisait des forums à l'époque sur Motion Twin et tout ça. Les ambiances étaient des fois un peu plus tendues. Sur Discord, il y a quelque chose de beaucoup plus de bonhomie, beaucoup plus d'entraide, les gens sont très sympas et du coup, effectivement, malgré le succès de Shotgun King, on n'a pas eu à affronter des vagues de haters. Les gens ont beaucoup balancé sur le RNG justement parce que les plus jeunes ne peuvent pas supporter que leurs tirs tout d'un coup ne partent pas au bon endroit. Et comme Shotgun King, c'est le principe, c'est un cône, donc les balles elles partent pas forcément là où on veut. On a eu beaucoup de très jeunes frustrés qui se sont quand même exprimés, qui ont donné des avis négatifs sur Steam. Mais bon, c'était pas... Je sais pourquoi il y a du hasard dans ce jeu. Donc, Quand on est vieux et pas bon comme moi, la RNG c'est du bonheur parce que c'est le moyen de passer des difficultés qu'on n'aurait pas passées normalement. Exactement. C'est-à-dire, si on enlève le déterminisme dans les jeux vidéo, on ouvre la porte à plus de gens en fait. Je vais juste revenir sur Motion Twin parce que ton métier il intéresse beaucoup de jeunes. Ces jeunes, ils vont pas pouvoir lancer un studio comme tu l'as fait. Motion Twin, t'étais salarié. J'étais salarié et co-gérant, parce qu'en fait Motion Twin c'était une société coopérative ouvrière de production. Donc c'est-à-dire qu'on avait fait un système à Motion Twin qui faisait qu'on avait une égalité de salaire, tous, que ça soit moi qui étais là depuis le début ou des gens qui venaient d'arriver. Et on avait aussi une égalité décisionnaire, c'est-à-dire que ma voix ne vaut pas plus que celle d'une personne qui vient d'être embauchée l'année d'avant. Donc c'était un système, on a vraiment poussé très très loin l'expérience et Motion Twin est une boîte qui existe encore, qui a fait Dead Cells, qui tourne très très bien et ils ont continué à coller au modèle Scope et j'en suis vraiment très heureux parce que quand je quittais Motion Twin c'était un petit peu difficile quand même, c'était mon bébé. Ouais. Mais à quel âge t'as démarré de Motion Twin ? Eh j'étais avec Nicolas, Sébastien Bénard et on a fait tout ça en 2002 je crois. Donc du coup en 2002, je suis en 78, je devais avoir 24 ans. Donc, en 2001 peut-être, je devais avoir 23 ans. Actuellement, un jeune qui sort d'études vidéoludiques, il peut encore faire ce genre de choses ? Oui. Ou c'était une autre époque ? Ah non, c'est sûr. Alors bien sûr qu'à notre époque, il y avait plus d'espace, d'accord, pour se faire entendre. Mais le truc, c'est que à notre époque aussi, il a fallu qu'on crée notre modèle parce que si on n'avait pas un éditeur, on n'existait pas.
C'est l'époque du physique. Il fallait faire éditer son jeu. Il fallait qu'il y ait une boîte, il fallait qu'il y ait des gens. Et nous, à l'époque, on n'y arrivait pas. La seule chose qui nous a permis de nous en sortir, c'était Macromedia Flash, qui permettait de faire des jeux sur Internet. Et donc, du coup, on a créé nos sites et on a pu bypasser tout ce principe d'éditeur pour ensuite aller chercher notre propre public. Donc, nous, on est allé dans une niche. Ensuite, on s'est servi des micro-paiements. Pareil, c'était quelque chose qui n'existait pas trop jusqu'alors pour arriver à se payer. Et donc, du coup, on est passé dans un trou de souris. À notre époque, je dirais que c'est plus dur, certes, parce qu'il y a plus de contenu, donc c'est plus difficile de se faire voir, d'obtenir de la visibilité, mais c'est plus facile parce que les capacités d'auto-édition, elles sont énormes. N'importe qui peut mettre un jeu en ligne sur itch.io. N'importe qui peut se mettre à faire des jeux vidéo, même sans connaissance de programmation, avec des outils comme GameMaker. Donc, l'idée, c'est qu'on s'adresse à un plus large public, mais l'accès est aussi plus large, en fait. Donc évidemment, il y a plus de création. Donc il faut arriver à sortir du lot. Et pour ça, les Game Jams sont vraiment un outil incroyable. Parce que les Game Jams sont disponibles à tout le monde. Et dans les Game Jams, il y a souvent des très très jeunes qui s'y mettent. Et quand je dis des très très jeunes, il y en a certains qui sont encore au collège. Moi, je me suis mis à faire des jeux vidéo quand j'avais 17-18 ans, mais Nicolas, avec qui on a créé Motion Twin, Nicolas, il a dû commencer ça à 14 ans, lui. Je me souviens, il prenait Heroes of Might and Magic, et à cette époque-là, le 1, il n'y avait pas de truc pour faire les maps. Donc, pour créer des maps soi-même. Donc, il a pris le format des sauvegardes, il a décompilé tout ça, il s'est fait son propre éditeur de cartes pour me permettre à moi de créer des niveaux sur HMM, Heroes of Might and Magic, qui était un vieux jeu de l'époque. Donc, il a fait ça, on était au lycée. Et ça, il y en a plein, je sais, des jeunes qui se mettent à la programmation très très tôt, qui sont encore au lycée, qui sont encore au collège. Et ces gens-là ont accès, en fait, à toute cette procédure, même la procédure qui permet de gagner des sous, puisque sur itch.io, on peut vendre son jeu, il n'y a pas de problème. L'accès est très large. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Même pour apprendre la programmation, bon, bien sûr, il y a de très bonnes écoles de jeux vidéo, mais il y a aussi des tutoriaux en ligne qui sont magnifiques. Moi-même, j'ai pas fait d'études de programmation. J'ai eu Nicolas qui m'a aidé quand j'avais besoin, mais il a fallu que j'apprenne tout sur le tas, puisque j'ai pas fait, comme je dis, j'ai fait des études de philosophie de japonais, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le sujet. Il y a encore plus de ressources en ligne maintenant pour apprendre. Pour des jeunes qui voudraient se lancer, j'ai l'impression que ce qu'il faut vraiment, juste, c'est passer du temps sur ces tutoriaux, apprendre, faire des jeux. Et quand le jeu, on a du mal. Quand le jeu, c'est compliqué, on persévère pas. On lâche le jeu, on en fait un autre. Parce que la seconde erreur, celle dans lesquelles les jeunes tombent le plus souvent, c'est de tomber sur un projet fleuve de 3 ans qui va soit les dégoûter, soit ne jamais aboutir. Alors il y en a des cas très très rares, donc il y a Iji, qui a été fait par Daniel Reymar, qui est un projet de jeunesse de son lycée qu'il a poussé pendant 3-4 ans et qui a donné un jeu magnifique. Mais bon, pour un exemple comme ça, t'as des tonnes de jeunes qui abandonnent. Donc, c'est ce qu'on appelle une licorne en fait. Faut pas se fier à cet exemple. Faut pas se fier à ça. Ouais. C'est une très belle histoire, mais ça ne représente pas le cas majoritaire. Donc non, il faut créer des jeux. Quand on en a marre ou quand on trouve que le jeu aboutit pas et que même si on avait l'impression qu'on était près de la fin, c'est pas grave, on laisse tomber, on jette, on en fait un autre et on continue comme ça. Et ça sert soit pour obtenir un succès, parce que sur tous ces jeux, de temps en temps, on peut tomber sur une idée incroyable, une idée qui peut générer du public et donc des sous, des revenus. Mais on se fait aussi un portfolio. Et ça, je sais pas comment ça fonctionne, moi, les ressources humaines, parce que j'ai jamais approché ce genre de fonctionnement dans les boîtes de la taille dans lesquelles j'étais. Mais moi, de mon côté, quand je dois travailler avec quelqu'un, mais je me fiche pas mal des études qu'il a fait. Je veux voir son portfolio, qu'est-ce qu'il a fait. Quand il a du temps libre, est-ce qu'il fait des jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il fait comme jeu? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans toutes ces écoles de jeux vidéo, je sais que celle d'Angoulême a très bonne réputation, mais je sais aussi qu'il y a des tonnes d'Entourloupe et qu'il y a des tonnes d'écoles qui en fait n'apportent pas la formation qui permettrait de faire tout ça, quoi. Donc le mieux, ça reste de travailler beaucoup soi-même. De mettre les mains dans le cambouis, voilà. Et de se lancer. Se trouver des bons copains, des gens avec qui on aime bien travailler, ou alors devenir, comme c'est mon cas, un homme orchestre, c'est-à-dire une personne qui peut faire et la programmation et le graphisme et la musique et toutes ces choses-là, les effets sonores et tout ça. C'est bien d'avoir des copains pour se lancer au début, et voilà. Tu es sur un modèle où tu crées des petits jeux. Oui. Créer des petits jeux, c'est plus rentable que de créer un gros jeu? Alors, moi, à chaque fois que j'ai mis les doigts dans un gros jeu, ça a été compliqué. Que ça soit à l'époque de Motion Twin, ça me fait extrêmement peur, en fait, moi, les gros jeux, parce que... Dead Cells, c'était un gros jeu. Oui, mais Dead Cells, je n'étais plus présent. J'avais déjà quitté la boîte au moment de Dead Cells. Et Dead Cells a été un projet qui, justement, aurait pu être une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été repris. Au début de Dead Cells, moi j'ai vu les débuts de Dead Cells, c'était un jeu où tu te baladais dans un désert avec une voiture, quoi. De temps en temps, je me souviens dans l'ordre, de temps en temps, il y avait un moment donné, je crois, parce que j'ai continué à fréquenter les gens de Motion Twin, forcément. Et donc, du coup, à une époque, tu t'arrêtais à des endroits et tu posais des tourelles, je crois, pour te battre contre les zombies. Puis finalement, cette partie platformer leur a beaucoup plu.
Ils ont gardé quelques tourelles quand même qui sont dans le jeu final, dans Dead Cells, et ils se sont basés sur le jeu de plateforme, mais c'est devenu le jeu qu'on connaît maintenant. Alors, mais le jeu aurait pu s'arrêter à n'importe quelle étape. Juste pour remettre les choses en place, on est passé du désert à un château avec des étages où il faut se balader. Exactement, ouais. Si mes souvenirs sont bons, j'espère que je dis pas de bêtises, parce que j'étais pas motion dans cette époque-là, mais oui, on m'a présenté des projets très différents. Mais ça, c'est le propre de mon collègue Sébastien Bénard, qui arrive à comme ça à être très polymorphe par rapport à ses projets. Il les fait beaucoup changer d'orientation. Et il y a des moments, à chaque fois quand on se dit, il va jamais retomber sur ses pattes, il retombe sur ses pattes. Et puis alors là, Dead Cells, c'est un chef-d'œuvre. C'est un jeu qui a vraiment complètement relancé Motion Twin. Ça l'a aidé à passer de cette époque Motion Twin où on était orienté web. On n'arrivait pas à faire notre transition. On avait essayé mobile, on avait tout essayé. Et ça a permis à Motion Twin de faire sa transition de cette époque d'Internet, de l'enterrer définitivement, parce qu'on était dépendant que de ces revenus-là, pour passer dans le modèle classique d'édition de jeux, quoi. Et vous y êtes passé au bon moment parce que le côté web, maintenant, avec les applis téléphone et compagnie, ça a plus l'impact que ça avait avant. Le public qu'on a eu à l'époque, je pense qu'il est justement par l'intermédiaire d'abord de Facebook, avec tous les trucs genre de, je sais plus comment ça s'appelait, le truc de ferme là, qui avait beaucoup marché sur Facebook, par l'intermédiaire des jeux Facebook et progressivement passé sur le mobile, je pense. Mais évidemment, maintenant, des gens qui jouent uniquement sur Internet parce qu'ils n'avaient pas accès, parce que c'était ça en fait avant, les gens jouaient aux jeux Motion Twin parce qu'ils n'avaient pas forcément accès à une console de jeu, à un jeu sur ordinateur, mais par contre ils avaient un navigateur, donc bon, les jeux étaient accessibles à tous. Maintenant on peut jouer sur toutes les plateformes. Et de ton côté justement, pourquoi plus Steam que les plateformes mobiles, enfin que les smartphones? Alors le jeu mobile c'est l'enfer, hein. Enfin l'image que moi j'en ai, c'est vraiment des prix qui sont, t'es obligé de les tirer vers le bas au maximum, donc faut que t'en fasses des milliers. Enfin il y a beaucoup de systèmes à la pub. Ça me dérange pas moi qu'un jeu soit financé par la pub ou qu'on t'oblige à avoir des pubs. En plus on avait un petit peu cet espoir, c'est que au niveau de notre historique, nous on a commencé Motion Twin, on voulait faire des jeux consoles, ou des jeux ordinateurs. Donc on cherchait un éditeur qu'on n'a jamais trouvé. On s'est lancé sur Internet en se disant que c'était en attendant de faire ce qu'on appelait dans notre jargon des vrais jeux. C'est-à-dire qu'on a passé finalement 10 ans à faire des jeux, moi j'ai passé 10 ans à faire des jeux qu'on n'estimait pas être des vrais jeux. Pour plus tard on s'y habituait, hein, donc on a compris que c'était un business qui fonctionnait des fois même mieux que le jeu vidéo classique. Et puis qu'est-ce qu'un vrai jeu, enfin... Pour ma génération, c'était un jeu qui existait sous forme d'une cartouche de quelque chose de physique. Donc finalement, du coup, dans ce sens-là, j'ai toujours pas atteint mon objectif. Enfin, même s'il y a une release quand même Switch de Shotgun King. Oui. Donc le jeu existe maintenant en physique. Mais ça représente plus grand-chose de mes rêves de départ, en fait, quoi. On voulait un jeu qui sorte en physique. Donc c'est pour ça que le fait que Motion Twin ait réussi cette transition et qu'elle fasse ensuite des jeux sur Steam, du coup, ça avait du sens aussi pour Motion Twin en tant qu'entité, qui finalement cherchait ça, se dirigeait vers ça. La création de, entre guillemets, vrais jeux. Après, ils se sont vraiment diversifiés avec le transmédia, le dessin animé, enfin, ils ont étendu. Ah oui, alors je sais pas, j'ai regardé les 3 épisodes, je sais pas jusqu'où ils sont allés avec ce truc-là, je sais pas si la série a eu du succès ou pas, mais je trouve ça super qu'ils aient investi des sous là-dedans, ouais, c'est vraiment une bonne idée, quoi, ouais. Pourquoi la 2D plutôt que la 3D ? Alors, on a fait un peu de 3D, hein. À une époque, à Motion Twin, on avait essayé, Nico avait fait un bon monteur. Je pense pas que ce soit plus chronophage. Moi, ça m'intéresse en fait, la vérité, la 3D. Je pense qu'un de ces jours, je pense que je m'y mettrai. La 3D, en fait, c'est intéressant d'un point de vue purement création parce qu'on perd beaucoup plus de temps au départ. C'est-à-dire que là où moi, je peux faire un personnage en 2 secondes, en 2D, mais en 3D, il faut faire le mesh, il faut l'animer, il faut un squelette, il faut faire des... Mais quand on fait un projet un peu plus gros, c'est mis à échelle plus facilement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout d'un coup, on a une animation, après notre animation de squelette, on peut la mettre sur un autre bonhomme. Alors que moi, si par exemple on veut que le bonhomme il ait 10 types de chapeaux, 10 types de vêtements, 10 types de pantalons, on est plus content quand on est en 3D. Et en 2D, ça veut dire refaire plein de petits bouts de graphisme qu'on colle les uns sur les autres, refaire dans toutes les vues. Une fois qu'un personnage est fait en 3D, on n'a pas besoin de le redessiner dans différentes vues. C'est la caméra qui fait le travail. Donc, il y a, on va dire, une sorte de boost qui fait qu'en 2D, je trouve qu'on crée un jeu fini plus vite. D'ailleurs, pour les game jams, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, il y a aussi des difficultés techniques qui font que, comme moi, j'ai pas fait les études de programmation adéquates, mes connaissances en mathématiques sont juste ce qu'il faut pour faire la plupart des jeux, mais elles restent quand même limitées dans l'ensemble. C'est-à-dire que quand il a fallu que je travaille les principes d'angle en 3D, les quaternions, j'ai galéré quand même. Mais pour tous les jeux 3D où il y a juste à gérer le Z en plus, c'est-à-dire juste la 3e dimension, et on s'embête pas avec des calculs d'angle, non, je pense que la 3D c'est intéressant. D'ailleurs, à une époque, Pico 8, j'ai travaillé avec le développeur de Pico 8 sur une version 3D d'un de mes jeux qui s'appelle Hug Arena. C'est un jeu avec un ours rose où il faut faire des câlins aux monstres. Et on a transformé ce jeu en 3D en utilisant un moteur voxel. Alors voxel, c'est encore un terme barbare du milieu, où on va faire de la 3D avec plein de petits cubes.
pas exactement comme Minecraft. Là, c'est vraiment où chaque cube est un pixel, mais on peut le voir en 3D. Donc on a travaillé sur une version voxel, donc ça m'intéresse de bosser avec une 3e dimension, mais c'est juste que j'ai encore tellement exploré là en 2D que j'ai l'impression que j'aurais pas besoin. En tout cas, si je faisais de la 3D, je ferais bien faire de la 3D surface pleine, un peu comme les vieux jeux d'arcade, les premiers qu'on a eu. Je me souviens plus comment il s'appelait, le jeu de course de Sega, là où il y avait des Formule 1, la bande d'arcade était magnifique, c'était un des premiers jeux 3D. Oui. Et j'aimerais travailler avec de la 3D surface pleine, mais bon. J'ai pas le moteur pour ça. On a tout le moteur qu'on a fait, il est orienté 2D là maintenant. Donc je pense que je vais me servir de ce moteur. Le moteur s'appelle Sugar, si ça intéresse les développeurs. Et il est disponible ? Alors sur demande, ouais. Oui. Et on peut demander, et en fait les gens, on en profite du coup pour recruter. Pas pour la boîte, mais pour Punkcake. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour travailler avec des développeurs indépendants qui voudraient faire des jeux en Sugar pour nous. Et du coup, on leur achète les jeux, et après nous on les met en vente sur Steam. Et voilà, on a plusieurs modèles en tête en fait. Et donc soit la personne ne veut pas qu'on lui achète son jeu, et dans ce cas-là on a un revenu cher, enfin un partage des revenus avec la personne. Soit la personne veut directement du cash, et dans ce cas-là on lui donne de l'argent pour son jeu, et nous après on le vend sur Steam. Alors on n'a pas encore d'exemple, ça c'est juste un truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place maintenant. Et pour les développeurs en herbe qu'on a à la médiathèque, oui. Pour découvrir ce qu'est un moteur de jeu, ouais. Godot, Unity... Alors Godot, c'est très bien. Alors vraiment, Godot, j'ai des potes qui s'y sont mis. Alors moi, j'ai pas touché encore. J'ai un pote qui s'y est mis, qui m'a montré, et quelqu'un qui vient du monde informatique classique. Bon, déjà, ce qu'il m'a montré m'avait semblé bien, mais là, le moteur est en train de vraiment grimper très bien. Ouais. Donc je pense que tout temps investi sur Godot est du temps bien investi. Ensuite, pour des gens qui veulent... Parce que le problème, c'est que ça reste quand même un truc où il va falloir quand même apprendre plusieurs choses avant d'avoir un produit fini. Donc moi, je continue de recommander Pico 8, le moteur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet... Alors, faut pas être allergique aux pixels, parce que la résolution des jeux, elle est en 128 par 128, c'est très petit. Ou très gros, parce qu'une fois qu'on grossit, ça fait des très gros pixels. Après, on est dans la génération Minecraft, donc les pixels, ça les effraie pas. Ça leur fait pas peur. Donc du coup, et ça par contre avec Pico 8, c'est vraiment une très bonne façon d'apprendre, parce que vraiment c'est une sorte de petite console tout en un. C'est-à-dire qu'on lance ça comme on lancerait un jeu. Et on a une partie sur laquelle on peut coder, une partie sur laquelle on peut faire des petits graphes, et puis une partie où on peut faire les sons. Donc on a tout en un, tous les outils sont en un en fait. Et on peut passer facilement d'un tab à l'autre, et on crée un jeu en rien de temps. C'est-à-dire que moi, si là on me donne Pico 8 pour faire une démonstration, je peux en 1 heure faire un petit jeu, je sais pas, un petit shoot 'em up, un petit truc comme ça pour montrer comment ça marche. Ça permet d'avoir des résultats très rapides. Et je pense que pour l'apprentissage, c'est très très fort, très très bon. Il y a Game Maker, qui est un peu vieux maintenant, mais qui a aussi cette façon de proposer aux développeurs en très peu de temps. On peut arriver à un résultat, à quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et ça, vraiment, c'est très très bien. Pour des gens qui veulent directement apprendre quelque chose qui va leur permettre de faire un jeu plus tard qu'ils vont commercialiser, Godot, s'ils veulent pas passer par plusieurs étapes, Godot, c'est ce qu'il faut faire. Après, je sais pas ce que ça vaut Godot en 2D, mais en 3D, c'est vraiment très bien, quoi. Moi, je l'ai testé en 2D et c'est super intuitif. Il y a des patterns qui sont déjà créés. Ouais. Tu mets en place un personnage et déjà le personnage, il peut faire des choses directement. Et c'est quoi le langage de programmation ? C'est un script ou c'est... Alors, sous Godot, c'est le GD script, c'est leur script à eux. D'accord. Et par contre, on peut aussi utiliser du C# qui est un langage plus commun. C#. Ouais. Bon, ok, très bien. Ouais, je pense que Godot, oui, ça reste. Je voudrais pouvoir en parler en le connaissant mieux, mais je ne parle que de réputation, et je pense que Godot, c'est un très bon investissement en temps. Ouais. Par rapport à notre génération, des jeux comme Speedball 2, Lemmings, Bubble Bobble, pourquoi personne a été dans ces créneaux-là, Lemmings? Mais j'ai déjà fait un Lemmings-like, moi. Sur benjaminsoulet.fr, on le trouve, ouais. Ah ouais, donc du coup, non, moi, justement, je pense que c'est mon créneau, ça, justement. Prendre des classiques qui ont été pas ou sous-exploités, les remélanger, leur redonner vie en les mélangeant avec un autre concept plus moderne, je pense que c'est ce que je fais depuis 15 ans. J'ai pas assez de connaissances, j'essaie de me tenir au courant, mais j'ai pas assez de connaissances sur les nouveaux jeux vidéo, mais notamment les AAA, mais par contre... sur les vieux jeux, je sais encore où piocher. Donc les jeux dont on parle, Speedball, moi j'ai encore en tête l'idée de faire un jeu de... Je l'ai pas encore fait, c'est dans mes cartons, mais l'idée de faire un jeu de sport futuriste de combat, ça me dit bien, ouais. Et ce jour, je pense que je mettrai les doigts dedans. Ouais. Par contre, c'est amusant, ça fait plusieurs fois que tu dis que tu suis plus l'actualité des jeux vidéo. Ouais. Moi, de par notre métier en médiathèque, on la suit énormément. Rien n'a évolué depuis les années 80-90. C'est la façon dont les choses sont exploitées. Ouais. Mais le gameplay, le game design, les attitudes et ce qu'on peut faire avec les personnages, c'est exactement la même chose. Les graphismes ont énormément évolué. Mais à l'intérieur, ce qu'on y fait,
En fait, c'est des détails d'accessibilité qui ont changé. C'est-à-dire que, j'ai un point de vue un peu opposé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au contraire, tout a changé au niveau du gameplay. C'est-à-dire que ce qu'on se permettait de faire avant, de tuer un joueur, de ne pas lui donner la possibilité de le voir qu'il refasse tout dès le début. En termes d'accessibilité, on a énormément évolué. Même sur la maniabilité des plateformers, on a l'impression qu'il n'y a rien de plus simple qu'un platformer. Mais il y a des tonnes de petites inventions qui ont été faites. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais le saut permissif, c'est un saut qui dit que si la personne tombe d'une plateforme, en fait, pendant 1 ou 3 frames, donc un temps très très court, on considère que s'il saute, il a encore du sol sous ses pieds. C'est tout bête. Mais aujourd'hui, les nouveaux joueurs, vous les mettez sur un vieux Mario, ils vont avancer, sauter, ils tombent. Ils tombent sans sauter. Pourquoi ? Parce qu'on les a habitués, avec toutes ces petites choses, à des platformers qui sont plus agréables. Et c'est des choses, nous, les plus vieux, on s'en rend pas compte. On a juste l'impression que, on est toujours aussi bon qu'avant. Non, on est un peu moins bon, en fait. Mais les jeux se sont adaptés. Le double saut, c'est tout bête, mais le double saut, c'est quelque chose ça existait, mais vraiment de façon anecdotique dans les années fin 90, mais c'est quelque chose qui a changé les platformers à tout jamais, en fait. Et ça n'existait pas de mon époque, dans les années 80, le double saut. Donc le fait de pouvoir sauter une deuxième... Alors le double saut, c'est le fait de pouvoir sauter une deuxième fois en l'air, mais une seule fois, alors qu'il n'y a pas de sol. C'est presque devenu un standard maintenant. Je pense qu'il y a plus de platformers qui sortent avec des doubles sauts que des platformers qui sortent sans. Donc, petite innovation par petite innovation, en fait, on a quand même réussi à modifier les choses. Donc, bien sûr que le jeu vidéo reste le jeu vidéo dans son ensemble, mais les innovations de gameplay, elles ont permis de progresser, en fait, sur la jouabilité des jeux, quoi. Ok. Pour créer des jeux, il vaut mieux avoir le talent d'un programmeur de génie, le coup de crayon d'un diplômé des beaux-arts ou la créativité d'un écrivain ? Alors, je veux dire qu'il y a besoin d'un peu de tout. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un génie pour le moteur. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'incapacité de créer mon propre moteur de jeu. J'ai travaillé pendant très longtemps avec les moteurs qu'a créé, et les langages même, parce qu'il a créé des langages, Nicolas Canas, avec qui Motion Twin a été créé, et qui est aujourd'hui le patron de Shiro Games, qui a édité Northgard et Voland. Donc Nicolas a fait des moteurs magnifiques sur lesquels j'ai pu travailler. Et Nicolas est un génie, clairement. Il a travaillé depuis son plus jeune âge, il a travaillé. Et c'est un excellent programmeur. Il a pu faire tous ses moteurs et j'ai pu travailler grâce à ça. Moi, une fois que je me suis retrouvé seul, j'ai travaillé beaucoup sur Pico 8, qui ne pouvait pas être un moteur, comme je l'expliquais, la plateforme est ouverte, donc c'est difficile de faire des jeux commerciaux à partir de ça. Mais si j'ai commencé à travailler avec Rémi, c'est parce que c'était lui le génie le second génie avec qui j'allais travailler. Donc lui, il a fait un moteur 2D qui est magnifique, donc selon moi et selon mes critères, il est lui aussi un génie de la programmation. Donc je suis pas un génie de la programmation, mais j'ai travaillé avec des génies. Oui. Et donc du coup, ça m'a permis, moi, de faire des bons jeux parce que j'avais accès à des bons moteurs. Ensuite, on a dit quoi ? Virtuose du graphisme. Alors ça, je pense que tout le monde peut apprendre. Je pense pas qu'on a besoin d'être un virtuose. Si on en a un, de quelqu'un qui est très très bon, ça va être un plus. C'est pas une obligation. Je pense que les graphismes de Minecraft ont été faits par Notch, et c'est encore les mêmes là. Enfin bon, ils ont peut-être changé des trucs maintenant depuis, mais ce qui a fait connaître Minecraft, c'est les graphismes de Notch. Et Notch, il est pas plus graphiste que moi. Donc on apprend. On peut même devenir bon avec le temps. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai gardé cette image de moi-même de personnes qui bricolent avec les graphismes, et des gens m'ont fait des très gentils compliments en me disant que finalement maintenant j'avais quand même atteint un niveau qui me permettait de me défendre au niveau graphique, et donc oui, j'ai peut-être une meilleure connaissance des couleurs, on finit par développer des talents, et non, je ne pense pas qu'on ait besoin, alors ça veut pas dire que l'artiste est moins important que le codeur, mais ça veut juste dire qu'il faut avoir confiance dans le jeu. Un bon jeu, plus c'est simple au niveau graphique, mieux on comprend, et souvent apporter de la complexité au niveau graphique, ça permet de faire des jeux qui vont mieux se vendre, parce que c'est sûr que ça fait des vidéos incroyables. Des fois, on voit des jeux et ça nous fait rêver. Mais souvent, ça casse la lisibilité du jeu. Donc, comment s'appelle cette boîte française ? Une boîte bordelaise, un disciple, Plague Tales. Oui. C'est un jeu qui est magnifique. Il est vraiment magnifique. Le problème, c'est que les interactions à l'intérieur, pour qu'on comprenne ce qu'il faut faire, ils sont obligés d'entourer les trucs en blanc dès qu'on passe dessus. Et donc, du coup, ils nous créent un univers magnifique, mais ils sont obligés de nous en sortir pour nous dire au fait il y a un jeu vidéo et là faut cliquer là et là faut faire ça. Donc c'est un très bon jeu, il est beau, le discours, l'histoire est magnifique, tout est magnifique, mais c'est là qu'on voit que il y a un plafond en fait au niveau graphisme. Quand on donne trop aux joueurs au niveau graphisme, au bout d'un moment on perd forcément en lisibilité. Pac-Man, les choses sont très claires, les fantômes on les distingue très bien, tout est très bien. On peut faire un Pac-Man beaucoup plus beau en 3D avec des choses. Est-ce qu'on va aussi bien comprendre ? Est-ce qu'on va aussi bien voir ? Et puis aussi, mais là c'est encore une autre partie, là ça sera encore un autre débat, c'est qu'est-ce qu'on laisse à l'imagination ? Quelle est la part qu'on laisse à l'imagination ? Quand j'étais petit, je pensais que chaque tuyau de Mario, on pouvait rentrer dedans. Et que chaque tuyau, ça conduisait vers un autre monde. Et que Mario était un monde infini, en fait. Que j'en aurais jamais fait tout le tour, en fait. Moins on donne de détails graphiques aux joueurs,
plus on laisse aux joueurs la possibilité d'imaginer ce qu'ils ne voient pas. Du coup, si on a un travail qui est parfait ou extrêmement photoréaliste, on tue l'imagination, enfin la capacité d'imagination. C'est le concept de J.J. Abrams, le réalisateur, qui disait qu'à son public, il faut jamais lui donner 2, il faut toujours lui donner 1 plus 1. Et c'est à lui de faire le calcul. Exactement. Ouais. Pour que son imagination travaille un petit peu. Tout à fait, ouais. Pour qu'on récupère un petit peu ce qu'on a perdu en quittant des médias plus classiques comme le livre ou le jeu de rôle, qui sont des médias qui permettent d'imaginer des choses. Exactement. Le livre et le jeu de rôle nous donnent très peu et on doit tout faire. Malheureusement, je pense que le cinéma et le jeu vidéo sont à l'inverse, quelque part, les pires médias en termes d'imagination. C'est des médias qui ont tendance à inhiber l'imagination de ceux qui les pratiquent trop. Moi, personnellement, je joue beaucoup aux jeux vidéo, en plus d'en fabriquer. On s'imagine que parce que je suis créateur de jeux vidéo, je suis quelqu'un qui a de l'imagination. Non, en fait, je suis juste un technicien. Je connais les anciens jeux vidéo, je sais les mettre ensemble. Les facultés d'imagination, elles sont du côté de ceux qui lisent, de ceux qui arrivent à faire travailler leur imagination, en fait. Je suis pas tout à fait d'accord sur ça. Pour moi, la créativité, c'est le talent de prendre des connaissances pour en faire quelque chose de différent, de nouveau, etc. Ouais. Mais on n'invente rien. Personne n'a jamais rien inventé. Tout le monde a toujours été picoré des trucs. Et ça, pour moi, outre tes talents en graphisme, tes connaissances en codage, c'est ta force. Non, c'est vrai, si on parle de sémantique, on pourrait dire que la créativité, effectivement, regroupe cette capacité à se servir de plusieurs outils, plus l'imagination. Là, je parlais vraiment d'imagination pure, c'est-à-dire être capable tout d'un coup de faire surgir des choses un peu hasardeuses. On va pas se mentir, quand moi je crée un jeu ou que j'ai une idée de jeu, la plupart du temps, pour gagner du temps, je mets ça avec il y a un donjon, il y a des squelettes, il y a des gobelins. Je me prends pas la tête avec l'univers. Ça fait bien longtemps que je me prends plus la tête avec l'univers. Ça fait bien longtemps que je prends plus la peine de mettre une petite phrase d'accroche pour aider le joueur à rentrer dans l'univers, ce que fait très bien mon collègue Sébastien Bénard ou mon collègue Rémi, avec qui je travaille, qui sont des gens qui ont su garder cette fraîcheur-là. Mais c'est des gens qui continuent à lire. Moi, je lis presque plus. Ils continuent à lire, ils continuent à nourrir leur imagination. Je continue de penser qu'une personne en fait, qui se donnerait qu'aux jeux vidéo aurait des soucis en fait, à se faire d'un point de vue de son imagination. Je pense qu'il faut continuer à lire, faire du jeu de rôle ou jouer à des vieux jeux qui nous permettent d'aller chercher des sources ailleurs. Qui permettent de faire fonctionner son imagination en fait. Quoi. Et je reviens à ce que tu disais, tu mettais sur le même plan le graphiste et le programmeur. Est-ce que j'ai faux si je dis que le programmeur il est toujours mieux payé que le graphiste ? J'y connais rien. Vraiment. Ouais, j'en sais rien. En plus, je crois, la seule chose que j'aurais élément pour répondre à ça, c'est que je sais que ça manque de codeurs. Au moins sur Bordeaux. Toutes les boîtes cherchent des codeurs. Donc ce qui est rare et cher. Voilà. Donc je suppose que oui, peut-être que les codeurs sont mieux payés, mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas eu besoin, j'ai pas Nicolas doit gérer une boîte là de plusieurs centaines là maintenant là-bas. Donc lui il doit savoir. Moi j'en ai aucune idée. On est trois, on se paye tous pareil. On a un salaire horaire là actuellement, donc qu'on soit stagiaire, qu'on soit programmeur, qu'on soit graphiste, on tous la même chose. Le musicien c'est pareil. C'est donc, on est payé à l'heure. Et pour en revenir au côté créatif, est-ce que tu peux nous parler de l'attrape mandarine ? L'attrape mandarine ? Ah, mais c'est un vieux truc qu'on faisait. Ah, mais c'est toi qui parlais de ça. C'était quoi ce jeu ? C'était un jeu avec un rouleau de scotch. Ok. Il faut aller attraper une mandarine, je suppose. Et on a dû en éclater des mandarines avec ça, quoi. Et c'est les jeux qu'on avait inventés quand on les... Ah, mais c'est vrai que ça a fait du sens maintenant que je sais que je suis game designer, effectivement. On a inventé des jeux comme ça. Mais l'attrape mandarine, c'est pas un jeu auquel on a beaucoup joué. On l'a inventé, on n'y a pas beaucoup joué. On jouait à un jeu qui s'appelait le Nerveux, que là, pour le coup, on avait inventé et qui était un jeu de cartes terrible où on se massacrait les doigts, où on massacrait les jeux de cartes. Mais effectivement, j'en ai inventé des jeux quand j'étais plus jeune. Et ni plus ni moins, tu as exporté ce que tu crées avec des jeux physiques dans l'univers numérique. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça, sur la façon pour les jeunes de se lancer, mais si on réfléchit bien, à l'époque où je jouais, je n'étais qu'un joueur, je n'étais pas un créateur, on jouait beaucoup, c'était l'époque de Duke Nukem, de Shadow Warrior, donc des jeux à la première personne, des first-person shooters de notre époque. Et à cette époque-là, c'était compliqué de créer des niveaux, mais il y avait un level editor qui était fourni avec Shadow Warrior. Et j'ai créé des levels sur Shadow Warrior. Finalement, mon expérience de créateur de jeu, elle a un peu commencé là, parce qu'on jouait sur des jeux en Capture the Flag, c'était tout nouveau à l'époque, c'était les premiers jeux en Capture the Flag où il fallait attraper le drapeau adverse, et moi j'ai designé des niveaux, et je devais me préoccuper justement, je voulais les créer de façon asymétrique, je voulais que la base bleue ne soit pas pareille que la base rouge,
Et je voulais quand même qu'ils soient équitables ces niveaux. Donc il fallait que je réfléchisse, que je donne un avantage au bleu, que j'en donne un autre au rouge, que je fasse des playtests. C'est-à-dire qu'on joue tous ensemble, qu'on se rend compte que tiens, la base bleue est avantagée ou la base rouge est avantagée. Donc je changeais un petit peu mes niveaux. Et là je suis rentré dans un processus qui pourrait ressembler complètement à un processus de personnes du milieu, de game designer, sans m'en rendre compte. Moi j'avais juste l'impression que je créais des niveaux pour mes potes et il me tardait juste que ce soit la prochaine LAN party, puisqu'à l'époque on jouait pas sur internet, pour pouvoir tester avec eux tout ça. Donc oui, tous les jeux qui vous offrent des possibilités de création de niveaux, les utiliser en fait, essayer de créer des niveaux, parce que le level design c'est très important, ça mène vers le game design aussi, quoi. Actuellement on trouve beaucoup ça sous Minecraft. Où on peut recréer n'importe quel type de jeu grâce au code et... Créer des mods sur Minecraft, effectivement, je pense c'est une très bonne porte d'entrée. Ça permet, alors je sais pas si c'est facile à faire ou pas sur Minecraft, je me suis jamais intéressé, mais je suppose que ça doit être accessible parce qu'il y a eu tellement de mods sur Minecraft. Le jeu est devenu un moteur de jeu en fait. Tout à fait, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du processus créatif, comment ça se passe du concept d'un jeu jusqu'à sa sortie? Tu commences par imaginer ce que ça pourrait être et après qu'est-ce qui se passe? Alors ça change énormément selon les types de jeux que je veux faire. Le plus courant ça va être, je commence à avoir mon idée. Je travaille que dans ma tête, malheureusement je prends pas assez de notes. Si ça commence à devenir trop compliqué, je prends quelques notes. On a comme une sorte d'arbre des possibilités dans le jeu. On se dit alors ça je choisirais ce chemin, soit je choisirais ce chemin. Tout à fait. Donc on se crée une sorte d'arbre des possibilités, on essaie de garder cet arbre à peu près à jour, et quand ça devient trop compliqué pour mon cerveau, ou trop compliqué pour être noté, mais en fait je commence à coder du coup. Je commence à coder et c'est en codant que je choisis mes différents formats. Et ça vide un peu d'espace. Exactement, je choisis à ce moment-là et je peux continuer. Et généralement je fais, alors je sais pas si c'est ce qu'on devrait conseiller à des nouveaux, mais moi je fais un peu tout en même temps. Donc je commence à coder, et surtout très très vite, s'il y a par exemple un procédé qui va être important ou répétitif dans le jeu, donc là on va prendre l'exemple de Shotgun King, je crée un échiquier, je crée mon roi, je donne tout de suite les déplacements des pièces, parce que je les connais déjà, les jeux d'échecs, il n'y a rien à inventer, elles existent déjà. Je fais que quand moi je bouge, elle bouge, d'accord ? J'avais même pas encore mon système de temps qu'il y a eu plus tard, donc chaque fois que je bouge, elle bouge, ok, ça c'est le principe d'un roguelike de base, et après très vite évidemment je mets le shotgun en place pour qu'on puisse leur tirer dessus. Et là par contre je m'arrête, parce que là où j'ai mis du provisoire partout, là sur le shotgun je m'applique, et j'ai quasiment la version finale. C'est-à-dire que l'effet du shotgun, c'est-à-dire les traînées, plus le bruit, je commence aussi à faire du son à ce moment-là. Là, je commence à les travailler. Et alors que mon jeu est même pas fini, qu'il est en plein milieu, que je suis même au début en fait du jeu. Et jusqu'à ce que j'obtienne le côté, et je vais aussi travailler les effets quand les monstres explosent, les débris. Ce qu'on appelle le feedback. C'est-à-dire, il faut que ça soit agréable de donner un coup de fusil. Il faut que je le ressente, et ça, le feedback, c'est quelque chose, ça vaut le coup de s'arrêter en plein milieu du projet et de faire un peu de finition sur le feedback. Et parce que tout simplement, ça donne envie. Et une fois que je suis dans cette situation de me dire faudrait que je continue à coder, non, j'ai encore envie d'exploser une ou deux pièces, là, je sais que j'ai quelque chose. Et là, du coup, je peux retourner coder. Et là, je vais commencer à avancer sur le jeu. Donc, c'est très important de travailler sur le feedback. Surtout, de ne pas attendre, comme le fait mon collègue Rémi, la fin du projet pour mettre les sons, par exemple. On n'est pas obligé de mettre tous les sons. Mais il y a certains sons qui sont importants. C'est impossible de savoir si, quand on fait un menu, impossible de savoir s'il est réussi, tant qu'on n'a pas fait le petit de rollover quand on passe sur les trucs. Tant qu'on n'a pas décidé, quand on valide, ça va faire un toulouloum, ou ça va faire toulouloum, ou touloum, ou touling. Tu vois, tant qu'on n'a pas décidé ça, on ne sait pas si son menu est réussi. Des fois, on a l'impression qu'un menu est pourri, juste parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre le son. Donc, on met juste un peu de ce qu'il faut de son. Les transitions, on s'embête pas à faire des transitions hyper compliquées, mais on fait une ou deux quand même. Juste une translation d'un menu vers un autre. Pareil, ça donne une sorte d'ambiance qui nous pousse à continuer. Parce que le premier public, c'est nous-mêmes, en fait. Oui. Quand on crée un jeu, il faut qu'on ait l'impression que ce qu'on fait est fantastique. Et pour se donner envie de continuer. Et pour ça, si on met que ce qu'on appelle dans le milieu les placeholders, c'est-à-dire des graphismes provisoires, si on fait que des placeholders, au bout d'un moment, on se retrouve dans un chantier et on a l'impression qu'on n'a pas de jeu. Il n'y a pas de personnalité. C'est ça, et on se démotive. Donc ne pas hésiter à aller un peu plus loin sur certains placeholders pour arriver à se donner envie de continuer. Pour revenir au feedback, un des feedbacks les plus connus quand on explique cette notion, c'est le son des anneaux dans Sonic, quand on les récupère. Je connaissais l'exemple avec les pièces de Mario, mais c'est la même chose. Oui, ou les pièces de Mario, tout à fait. C'est hyper satisfaisant. Ah ouais. Et puis le son à créer, ce son-là à créer, c'est rien. Ça prend une fois qu'on a moi je fais ça sous Pico 8, mes sons, ça me prend 30 secondes. De chercher et trouver le son qui me convient. Donc ça vaut rien. On fait ça, on le rajoute dans le jeu, là tout d'un coup on se dit waouh, c'est un jeu vidéo, là j'ai envie de continuer. On passe à une nouvelle dimension. Exactement. Ouais. Donc ne pas essayer de trop séparer tout
en plusieurs parties, ne pas trop saucissonner le jeu. Le dernier jeu en jam que j'ai fait, justement, je l'ai saucissonné. C'est-à-dire que j'ai fait une jam il y a 2-3 semaines, le dernier Ludum-Dare, j'ai fait un jeu de cartes à collectionner. Et comme c'était des cartes qui étaient très interactives les unes avec les autres, qui étaient très dépendantes des unes aux autres, j'ai décidé qu'il y avait 60 cartes et j'ai fait mes 60 cartes. J'ai designé mes 60 cartes dans la nuit du vendredi, j'ai terminé le samedi sur les rotules, tout ce que j'avais c'était du texte. Bon, c'était ce qu'il fallait pour que le jeu soit équilibré à peu près comme il faut, mais c'était extrêmement démotivant. Et quand j'ai commencé à coder, après j'ai eu plein d'idées qui sont venues, mais mes cartes étaient déjà faites. C'est pas la façon dont j'aime faire les jeux. C'est une façon qui est très professionnelle, mais de tout séparer comme ça, mais qui est pas forcément la façon qui donne la plus de satisfaction, je pense, à celui qui crée. À se faire plaisir soi-même aussi, donc... Tout à fait. Ça rebondit énormément sur un graphiste qui veut travailler dans le monde du jeu vidéo. Oui. Il va chez Ubisoft ou chez une grosse boîte. On en a un. Il s'est retrouvé à faire pendant 1 an des chaussettes de tennis. Je pense pas que c'est pour ça qu'il avait signé au début. Des chaussettes de tennis ? Ouais. Quoi, ils avaient des add-ons où il a dessiné des chaussettes de tennis. Le graphiste qui bosse dans une petite boîte, il va pouvoir toucher à beaucoup plus de choses et plus se réaliser dans son boulot. Évidemment. Et puis là, en plus, on vit une époque, là, j'ai un ami avec moi, Lacano, là, qui travaille pour Riot Games, donc ceux qui font League of Legends. Il fait du skin, quoi. Et le skin, le problème, c'est que... Le skin, c'est l'apparence des personnages. C'est l'apparence des personnages. Ouais. Donc LoL League of Legends est un très bon jeu, qui est gratuit, et sur lequel ils ont décidé de travailler uniquement sur le cosmétique. Ce qui est, moi, je trouve très très bien, parce que ça veut dire que les gens ne peuvent pas payer pour devenir meilleurs, ils peuvent que payer pour avoir plus d'apparence ou changer leur apparence. Donc en soi, je trouve que c'est un modèle plutôt vertueux pour un jeu gratuit. Le problème, c'est que c'est dur de garder une cohérence d'univers, c'est-à-dire que là où eux, ils essaient d'avoir une cohérence sur leur univers, derrière, un personnage qui était normalement un personnage médiéval va se retrouver avec un skin robotique. Complètement. Ouais. Donc l'art des skins, c'est un peu l'art de casser une direction artistique. Donc quand on est un graphiste et qu'on est embauché pour casser le travail d'autres graphistes qui avait donné une direction artistique au jeu, oui, c'est un petit peu triste et un petit peu difficile. Ensuite, un graphiste qui voudrait se lancer tout seul, puisqu'on parlait de ça, comment un graphiste pourrait faire, il existe des moteurs intéressants. Par exemple, le Twine est un moteur qui permet de faire des récits interactifs. Donc en gros, pour faire simple, des livres dont on est le héros. Oui. Donc, je suis graphiste, moi, je prends Twine. Twine, il me permet d'écrire mes chapitres. En plus, il y a un super truc de visualisation par organigramme, où on voit tous les chapitres reliés les uns aux autres. Du coup, le graphiste, il peut faire des très belles illustrations, les intégrer à son récit. Il n'a pas besoin de codeur. Il a juste besoin de Twine. Il faut un talent d'écriture, donc on va parler d'un graphiste qui aurait un talent d'écriture. Il peut utiliser ça. Un autre graphiste qui n'a pas le talent d'écriture pour utiliser GameMaker. Il y a un système de script par bloc qui permet de créer des jeux certes basiques, mais c'est possible en fait. Donc faut pas se laisser arrêter par le fait qu'il nous manque une compétence. Et encore une fois, on en revient à ça leur permet de créer ce fameux portfolio que toi, quand tu veux recruter quelqu'un, tu vas regarder. S'ils n'ont pas les copains, effectivement, ça va leur permettre de remplacer ça. Mais même, j'irais même encore plus loin, si, le contraire, un programmeur qui n'a pas de graphiste, mais qui utilise les intelligences artificielles. Moi, j'ai aucun tabou avec ça. Il n'y a vraiment aucun problème qu'il y aille follement. De toute façon, c'est juste pour pouvoir donner une sorte de forme finale à son idée, en fait. Donc, bien sûr, pour un jeu commercial, qui se trouve plus tard un graphiste. Mais dans un premier temps, le plus important, c'est de s'exprimer. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait de ne pas avoir les compétences dans certains domaines. Oui. Il faut faire avec ce qu'on a. Il faut utiliser des moteurs, il faut prendre des musiques libres de droit, il faut prendre des sons déjà faits, il faut aller chercher les ressources, ne pas s'inquiéter quand il y a une ressource qui nous manque. Soit on trouve le copain qui va avec, si on n'a pas le copain, on crée les choses soi-même, quoi. Comment tu gères la balance créative entre le projet et les limites en termes de budget ou de temps ? Alors là, j'y étais confronté. À l'époque de Motion Twin, j'étais confronté parce que, comme on a vu pas mal de succès avec Dino Park et tout ça, quand on lançait un projet qui fonctionnait pas, très vite on était obligé de l'abandonner. Et parce que le jeu gagnait plus suffisamment d'argent. Donc c'était le jeu à l'époque qui venait nous dire « ça se vend pas, on arrête ». Maintenant, avec Punkcake, on a cette fameuse limite d'un jeu par mois. Donc pendant très longtemps, c'était ça ma contrainte. De toute façon, le jeu fallait le finir parce qu'il fallait qu'il finisse dans le mois. Shotgun King a mis le bazar dans tout ça parce que du coup on a pris du retard sur notre calendrier. Ouais. Et là maintenant on n'est plus du tout à un jeu par mois. On n'y arrive plus du tout. Donc on prend un peu plus de temps pour les finir. Mais de temps en temps on prend trop de temps. Là je suis en train de m'éterniser. J'étais en train de faire un Scrabble, une sorte de Scrabble Space Opera. Donc on explore l'univers en faisant des mots en fait. Donc faut imaginer un Scrabble mais sans limite de plateau, où on va découvrir des planètes, des trucs, des machins. Ce jeu-là il aurait pu être simple honnêtement, je l'ai fait en jam, j'ai fait une version de jam qui était super simple, et là je suis en train de me perdre, je suis en train d'en faire un vrai space opéra avec des équipements qu'on peut acheter, des boutiques, des stations spatiales, des planètes, toute la terraformation, j'ai fait n'importe quoi. Donc je sais pas si ce jeu sera un jour fini, j'essaie de le finir, mais très clairement si j'avais été plus dans ma contrainte de 1 mois, des jeux dans le mois, j'aurais pu le finir correctement. Donc Pico 8, je l'ai pas précisé, Pico 8, le moteur dont j'ai parlé, a cet intérêt énorme que la cartouche, on peut utiliser qu'un certain nombre de mots en programmation, qu'un certain nombre de tokens, on appelle ça. Donc du coup, au bout d'un moment, le jeu, faut qu'il soit fini, parce que de toute façon, ça va pas loger.
On ne peut pas faire de gros projets en peak white. Et ça débride la créativité. On pourrait croire que c'est l'inverse en fait. Oui, on pourrait croire que ça nous le dit. Mais non, parce que du coup, au lieu de s'enterrer sur une idée, on est obligé de lui donner une forme finale, puis d'en faire une autre. On voit ça quand on enseigne aux primaires, en fait. Tu leur mets un cadre, tu leur mets des contraintes. Oui. Et là, ils vont être à l'aise dans ces contraintes. C'est ça. Si tu ne mets aucun cadre, c'est vide, ça part dans tous les sens. Et les choses sont pas finies. Exactement. Mais la contrainte de la jam, c'est pareil. Quand on fait une game jam, en fait, on donne un thème au départ. Donc le thème, ça peut être, il ne peut y en avoir qu'un. Je sais pas moi, les ennemis peuvent être des amis. On donne des thèmes de ce type-là. Et ça, c'est une contrainte aussi. Les contraintes font naître la créativité. Il y a une des game jams que j'ai toujours préférées, c'était comment ça s'appelait, la hate jam ou quelque chose comme ça, la game jam de la détestation. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous demandait de créer un jeu dans un genre que l'on déteste. Alors je trouve ça fantastique. Parce qu'effectivement, les genres que l'on déteste, c'est justement les genres sur lesquels on peut apporter quelque chose de nouveau. Parce que justement, on ne connaît pas les codes. Et comme on ne connaît pas les codes, on est forcément quelque chose de frais, en fait. Bon, forcément, on va faire un jeu qui n'a pas forcément bien marché, parce qu'on ne connaît pas bien le milieu. Mais par contre, on va sûrement apporter des idées neuves. Et la contrainte, c'est la même chose. Elle va nous obliger de bosser dans un sens dans lequel on n'aurait pas forcément voulu bosser. Je crois que la dernière game jam, le thème, c'était Tiny Creatures, donc des petites créatures. Oui. Donc il fallait que ça soit un jeu. Ça aurait été une super game jam pour faire un Lemmings-like d'ailleurs. J'y ai pensé, puis je me suis dit qu'il allait y avoir des tonnes de Lemmings-like, donc du coup je me suis mis à faire autre chose. Mais oui, bien sûr, donc la contrainte c'est important. C'est source de créativité en fait d'avoir une contrainte. Il me reste 2 questions. Ouais. Alors il y en a une, je vais te la poser parce que dans toutes les interviews de travailleurs indépendants qu'a fait Thierry, c'est quelque chose qui revient. Le fabricant de meubles, la personne qui fait des visites, toi qui crée des jeux, comment vous gérez administratif et com, c'est pas votre boulot, c'est pas le cœur de votre métier et ça peut couler la boîte si vous le gérez mal. Alors pendant très longtemps, je l'ai juste pas fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des jeux que j'ai faits où je me suis dit, je pense que je suis resté dans l'illusion, enfin, je pense pas que ce soit complètement une illusion, mais j'ai encore ce truc en tête de me dire que ça n'existe pas une gemme cachée. On parle tous d'une gemme cachée, d'un jeu que personne connaîtrait, qui serait fantastique, mais que très peu de personnes connaissent. Pendant très longtemps, j'ai fonctionné selon l'idée, si mon jeu est bon, il va jaillir en fait, quoi. Il va exister en fait. Il sera connu, il sera vu, il sera connu. Bon, avec le temps, je sais que c'est pas complètement vrai. Non pas parce que j'ai fait des très bons jeux qui sont restés cachés, mais juste parce que je sais que lorsqu'on a une bonne idée, donc là c'était le cas de Shotgun King, il faut savoir, effectivement, investir un peu en marketing et arriver à faire les choses un peu correctement, en fait. Donc, maintenant, je le fais un peu plus facilement. J'ai toujours une profonde détestation pour ces deux trucs. Alors moi, je suis très malheureux quand il faut faire du marketing sur mes jeux ou quand il faut faire des interviews, mais des interviews dans le but de vendre, bien sûr. Donc, non, je suis pas. C'est vraiment les trucs. J'y vais vraiment à reculons quand il faut faire des salons et tout ça. Mais je sais que c'est nécessaire et je pense qu'il faut en faire. Ce qu'il faut pas en faire. En fait, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est quand on a un jeu qui est alors pas mauvais, mais qui est limité. Il faut pas perdre son énergie en marketing. Je pense qu'il y a des jeux qui sont très limités. C'est vrai que si on met beaucoup d'énergie en marketing, que si on arrive à prendre des bons youtubeurs et arrive à leur en faire parler, c'est vrai que si on injecte de l'argent, on va quand même pouvoir générer de l'argent avec ce mauvais jeu. Mais personne ne veut faire ça. Personne veut faire ça. On veut faire ce travail-là quand on a un bon jeu. Donc le bon jeu reste la condition de départ. Et après, effectivement, soit on a les compétences ou l'envie de le faire. Sébastien Bénard, donc mon ancien collègue, qui est celui qui a créé Dead Cells au départ, qui aujourd'hui n'est plus à Motion Twin, qui sort ses propres jeux, Deep Night donc. Lui, il adore ça. Il aime ça. Donc si lui il aime ça, bon mais tant mieux. Il y va, il aime faire les présentations, il aime aller dans les festivals et tout ça, il parle bien en plus, donc il fait ça vraiment très très bien. Donc tant mieux. Mais pour une personne, comme c'est mon cas moi, qui aime pas trop ça, qui n'aime pas trop parler de son métier et tout ça, dans ce cas-là, je pense que le mieux c'est de travailler avec quelqu'un d'autre. Il faut aller bosser avec une boîte qui va faire ça. Alors bien sûr, il faut faire gaffe parce que c'est plein de requins et plein de gens aux dents longues. Il faut trouver les personnes de confiance, quoi. Moi, la personne avec qui je travaille, David Elaïs, c'est une personne qui était à Motion Twin avant. Je sais qu'il a des valeurs qui sont proches des miennes, des valeurs en termes de jeux vidéo, mais aussi des valeurs politiques. C'est important dans ce milieu, parce qu'au niveau de l'éthique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très éthiques dans notre milieu. Lui, je sais qu'au niveau éthique, je me retrouve en lui. Donc du coup, c'est plus facile de lui confier le marketing, parce que je veux pas tomber face à des gens qui sont juste là pour investir 5000 pour en gagner 6000 et qui finalement font qu'on ne fait que brasser de l'argent dans le milieu de la com, quoi. Oui, tout à fait. Je préférerais vivre dans un monde où personne fait de la com et où tout le monde ne doit sa visibilité qu'au talent de son projet. Mais comme on est dans un monde où tout le monde cherche à faire du bruit, on est obligé de chercher à faire du bruit soi-même. Et Steam, c'est des centaines de jeux qui sortent par semaine. S'il n'y a pas eu de la com, le jeu il est perdu au milieu des autres. C'est ça, c'est très difficile. Alors maintenant, ce qui fonctionne, alors moi j'y comprends pas grand-chose, mais Rémi avec qui je travaille, plus David qui fait notre marketing, eux ils savent. La wishlist compte pour énormément. Il faut faire son projet en avance, en parler un peu. C'est la liste de souhaits, que toute personne qui a Steam peut créer au fur et à mesure. Exactement. Aujourd'hui, eux, ils en sont à un niveau où
quand un jeu n'est pas sorti, juste en regardant la wishlist, la vitesse à laquelle elle s'est montée, comment elle s'est montée, ils arrivent à faire des profils de wishlist. Ils savent que le jeu va fonctionner. Moi, Shotgun King, avant que le jeu sorte, ils m'ont dit combien ça allait gagner. Et ils avaient raison. C'est de l'analyse de données, en fait. C'est ça, c'est de l'analyse de données, ouais. Donc moi, l'analyse de données, j'en fais pas du tout. Mon père en fait. Il en fait plus que moi. Il s'intéresse pas aux jeux vidéo, mais du coup, il me dit, je vais regarder sur tel site, les joueurs de telle heure à telle heure. Il me tient au courant, mon père, de comment Shotgun King aussi. Mais moi, vraiment, c'est pas ma tasse de thé du tout, quoi. Shotgun King, le 3 octobre, tu viens de lancer une mise à jour. Ouais, grosse mise à jour. Ça prend beaucoup de temps de faire une mise à jour. Alors, là, ça m'a pris peut-être... moi, ça m'a pris qu'un mois et demi, mais après, Rémi, il a corrigé beaucoup de mes bugs aussi. Parce qu'il fallait que je passe à autre chose. Et le pauvre, je crois qu'il a bien dû passer un mois et demi à corriger mes bugs derrière, quoi. Ouais. Parce que normalement, c'est mon jeu. Donc c'est moi qui travaille dessus tout seul. Mais comme c'est un jeu qui a gagné beaucoup d'argent, on essaie de mettre un peu tous la main à la pâte. Complètement. Et donc Rémi, il se retrouve souvent des fois à... Parce qu'en plus, moi, je suis pas quelqu'un de très soigneux. C'est-à-dire que je fais des jeux, mes jeux, ils sont buggés, ils peuvent être buggés, en fait, quoi. Et puis après, les bugs qui crachent, je corrige, mais alors, des fois, il y a des bugs, j'ai la flemme, quoi. J'ai pas envie d'y retourner. Donc surtout, je suis passé sur un autre jeu, quoi. Donc là, Rémi m'aide beaucoup, en fait. Donc du coup, ce jeu, effectivement, moi, ça m'a pris on en discutait avec Rémi, ça m'a pris qu'un mois ou un mois et demi à faire l'update, mais lui, il a passé beaucoup plus de temps que ça à faire le support, puis les langues, parce qu'il y a je sais pas combien de langues sur Shotgun King. En programmation, le débogage, c'est 50% du boulot de programmation. Ouais. En plus, Shotgun King, ça pourrait ne pas être le cas, parce qu'il y a des jeux qui sont pas sujets à bug. Mais Shotgun King, le problème, c'est que j'ai fait tellement de cartes, je peux y avoir plus d'une centaine de cartes. Donc le nombre d'interactions possibles, des fois, c'est complètement hallucinant. Donc des fois, il y a des cas auxquels j'avais jamais pensé, ou des trucs complètement hallucinants qui se passent, dans certains cas précis qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc oui, il y a beaucoup de boulot. Je me souviens que l'année dernière, quand il y avait la possibilité de faire une upgrade sur Shotgun King, je m'étais dit, non, mais moi, plus jamais j'y touche. J'y ai passé trop de temps dessus et ça me gonflait, je voulais juste faire autre chose. Mais après, on s'est dit que comme c'est quand même générateur de revenus, et puis surtout les joueurs, ils veulent de la nouveauté. Et finalement, quand je m'y suis remis, j'avais plein de nouvelles idées. Oui. Et on a fait plein de trucs, c'était super. Je fais de l'infiltration. Maintenant, le roi, il peut se déguiser en pion ennemi, il peut se déplacer dans l'armée adverse. On a fait plein de trucs sympas. On a fait une boule qui permet de prévoir les mouvements ennemis, une sorte de boule de cristal. On a réussi à trouver un second souffle sur le jeu là. J'ai fait de nouveaux boss cachés. Les joueurs adorent ça, les boss cachés. Oui, c'est ça. Donc il y a plus de boss cachés que de boss normaux. On a l'impression que c'est son jeu quand on découvre le boss caché, parce que on se différencie du joueur lambda qui lui a pas su aller chercher. C'est vrai, une appropriation. Oui, complètement. C'est vrai. Je vais te poser une dernière question, c'est les projets à venir du studio. Ouais. Alors il y en a beaucoup parce que comme on a du mal à finir nos jeux en ce moment, donc Rémi, de son côté, il était en train d'essayer de finir un jeu Hot Wax qu'il a fait pour un Ludum Dare précédent en juin. Donc les gens peuvent déjà jouer à la version de la Game Jam. Hein. C'est comme une sorte de Tetris. Ça ressemble vraiment à Tetris parce que c'est... Ils peuvent y jouer où quand tu dis... sur le site de la Game Jam qu'il a fait. Hein. Donc je pense que c'est un Ludum Dare, donc sur le site du Ludum Dare. D'accord. Hot Wax, donc la cire chaude en fait. C'est un jeu avec des bougies. Donc c'est des pièces de Tetris qui tombent, mais ça ressemble à des bougies. Et alors en fait, on n'a pas besoin de faire des lignes. Il faut qu'on crée la bougie la plus longue possible pour qu'ensuite, dès qu'il y a une flamme qui tombe, on fait enflammer la bougie. Oui. Et il faut qu'elle enflamme les autres bougies. Donc au début, on a envie de jouer comme Tetris, on tasse tout bien, on fait des lignes, puis après, on se rend compte que le jeu, c'est pas ça. Donc là, il est en train de finir ça, mais bon, il a voulu créer des modes, comme moi, il a voulu créer des modes, des trucs supplémentaires, donc il a pété son budget temps, quoi. Et là, il vient de créer un jeu pour la dernière jam, on a les réponses dans une semaine là sur cette jam là, donc celle des Tiny Creatures, et il a créé un super jeu qui s'appelle Build the Sun, construit le soleil. C'est des espèces de petites bêtes noires de vide en fait, qui représentent le vide et qui ont des tâches. Elles vont couper des arbres, créer toutes plein de sortes pour essayer de générer un feu le plus grand possible dans le but de refaire un soleil en fait quoi. Et déjà je trouve l'image très poétique et magnifique. Le jeu est très beau graphiquement. Il a failli ne pas le finir. Il m'a dit non là j'aurais jamais fini à temps. Je dis mais envoie ce que t'as. Donc il a essayé de finir son jeu. Bon il est à peine fini. Le jeu qu'il a envoyé sur le Ludum Dare, mais bon, ça reste quand même très jouable. Et puis, il va en faire une version plus importante, et je pense que ça va être un bon jeu. En tout cas, le jeu est très très bien. Et moi, de mon côté, j'ai 3 jeux pas finis. Vraiment, c'est l'enfer. J'en ai une sorte de space opéra avec un vaisseau en tour par tour. Donc, c'est vraiment Shotgun King au niveau du rythme, mais dans l'espace contre d'autres vaisseaux. Donc, on tire, on tourne. On peut s'arrêter parce que du coup, il n'y a plus rien qui bouge quand on bouge pas. Enfin non, ça bouge mais très très lentement. À la Matrix. Quand on bouge pas, à la Matrix. Puis après, les autres vaisseaux bougent et les tirs bougent quand soi-même on bouge. Donc je voulais l'appeler Super Cold en référence à Super Hot, le jeu qui est très connu quoi. Comme c'est dans l'espace, tu vois. Complètement. Super Cold. Et je sais pas si j'aurai le droit parce qu'on va avoir des emmerdes peut-être. Ensuite, j'ai un autre jeu en cours, pas fini, donc c'est le Scrabble dont je parlais. Et plus le jeu de cartes, là, de collection de créatures, que j'ai pas fini non plus. Donc j'ai 3 jeux dans les bacs, rien qui est fini, c'est l'enfer, c'est le stress.
Ça avance quand même. Dernière chose qu'on fait à chaque fois dans ce podcast, je vais te poser la question, est-ce que tu peux me donner 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas ? J'aime beaucoup jouer de la guitare, faire de la musique. J'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup faire mon métier en voyageant. Et chose que je fais un petit peu moins depuis que je suis parent, mais j'aimerais réussir à trouver le moyen de m'extirper. Parce que tu n'as pas besoin d'être dans un lieu donné, il te suffit juste d'un ordinateur. Oui, je peux travailler depuis n'importe où. J'ai eu des tout petits PC, vraiment minuscules, sur lesquels j'ai fait des super bons jeux, parce que quand on travaille à Ulaanbaatar, ou qu'on est au Japon, ou qu'on est au Mexique, on est dans des univers complètement différents, en fait. Et ça nous donne des idées, en fait, quoi. On est complètement... Enfin bref, bon, c'est quelque chose que j'aime bien, oui, travailler à l'étranger. Et ça fait longtemps que j'ai pas pu le faire, en fait. Et encore un autre truc que j'aime bien les dessins animés. J'adore regarder les dessins animés avec ma fille. On aime beaucoup Adventure Time, des dessins animés positifs. Et c'est un truc que j'aime bien faire, en fait. Alors des choses que j'aime pas... moi je suis très politique. Alors j'aime pas la droite, j'aime pas la pensée de droite, j'aime pas ce que notre société est en train de devenir. Je n'aime pas... Tu parlais de façon de voir le métier aussi par rapport à l'argent et... Oui, bien sûr, j'aime pas qu'on soit dans un monde où il y ait toute cette publicité, en fait. Voilà, toute la partie marketing et publicité, c'est quelque chose que je trouve dur parce que finalement, on a désappris à l'utilisateur à trouver lui-même les produits qui lui conviennent et qui lui plaisent. Et l'utilisateur lui attend qu'on lui prémâche le travail. C'est-à-dire que consommer ce qui lui plaît, consommer, c'est essentiel. La société de consommation nous avait vendu ça au départ, le plaisir de consommer. Mais c'est quoi le plaisir de consommer si on ne choisit plus ce que l'on consomme parce que des gens nous ont prémâché le travail et nous ont dit ce qu'on devait consommer. C'est ça en fait que fait le marketing en fait. Il prémâche le travail pour des tonnes de gens. Les gens ne peuvent plus vraiment choisir et du coup c'est un monde dans lequel il y a énormément de bruit. On nous prend beaucoup de facultés d'attention avec les pubs et tout ça. Alors que si tout d'un coup ces gens disparaissaient du jour au lendemain, je souhaite de mal à personne évidemment, mais je parle juste d'un point de vue purement théorique, on continuerait à vendre des maisons, on continuerait à vendre des jeux. Si demain il n'y avait plus d'agences immobilières, il faudrait bien que les gens habitent dans des maisons. Ils iraient sur le bon coin, ils trouveraient quand même en fait, quoi. Donc je trouve que tout ce milieu en fait du marketing est un milieu qui est extrêmement parasitaire en fait, qui ne sert qu'à faire du bruit et où le métier n'a de raison d'exister que par sa propre existence. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui crie très fort à côté de moi que je suis obligé de crier plus fort pour me faire entendre. Si cette personne n'existe pas, j'ai plus besoin de crier, ou j'ai pas besoin d'embaucher quelqu'un pour crier plus fort. Et un troisième truc que j'aime pas, c'est les éponges mouillées au fond des éviers. Voilà. Est-ce qu'il y a de la politique dans tes jeux ? Alors malheureusement, contrairement à Mall Industria, qui fait des très bons jeux super orientés, je me souviens d'une gestion de McDonald's, un jeu de gestion de McDonald's qui est fantastique, où à la fin on se retrouve à raser des forêts parce que c'est dur de gagner le jeu autrement. J'aimerais faire des jeux comme ça, mais malheureusement mes jeux ne sont pas politiques. J'ai fait des études de philosophie, j'aimerais arriver à exprimer ma pensée au travers de mes jeux. J'ai souvent cherché à le faire sans jamais aucun succès. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un blocage. Je n'arrive pas à exprimer ma pensée politique dans mes jeux. En tant que joueur, quand j'attrape Shotgun King, je suis juste content de pouvoir défoncer des pièces adverses sans me prendre la tête sur la politique. Oui, mais un petit message ou une petite réflexion ou un truc de temps en temps, ça pourrait faire le taf. Mais j'y arrive pas bien. Je n'arrive pas vraiment à faire ça correctement, en fait, quoi. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à faire le pont entre mes idées, la philosophie, la politique et mon travail. C'est peut-être parce que je pense que j'ai renoncé à l'art du discours dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est le discours tout court. Je ne raconte pas d'histoire dans mes jeux, malheureusement, et je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Il existe des ateliers d'écriture et des choses très très bien sur lesquelles je pourrais m'y mettre. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour développer un nouveau talent. Mais si ça se trouve, t'as un nouveau talent en herbe à la maison qui va te pousser... C'est possible. Elle, c'est tout le contraire, effectivement. Elle passe son temps à écrire des histoires, en fait, sur son petit bureau, là. Elle me fait des livres que je dois relier. Je suis devenu relieur, en fait. Je dois relier ces livres, et puis on les lit ensemble. Elle a une capacité à écrire les histoires qui me fascinent, en fait. Et j'essaie de m'inspirer de ça, parce qu'on parle tout le temps d'éduquer nos enfants, alors qu'on devrait clairement faire l'inverse, en fait. On devrait clairement se laisser éduquer par nos enfants, parce qu'il y a des trucs qu'ils comprennent, mais vraiment beaucoup mieux que nous. Et notamment, donc, cette faculté de créer, j'essaie de bien écouter ces leçons, mais ça passe pas toujours. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.